La Gestapo française, troisième et dernière partie. Les comtesses. C'est ainsi que la rue Lauriston voit défiler une faune d'individus louches qui viennent proposer leurs services, quémander une faveur, recevoir un Ausweis, demander une libération que Lafont faisait payer, recevoir une prime. Défilent aussi celles qu'on a appelées les comtesses de la Gestapo. Ce sont des aventurières, des aristocrates déclassés comme Tatiana Maruchev, aux mœurs légères, parfois extravagantes, des espionnes comme Sofia Azrakov, Magda Endurant. Elles font du trafic en tout genre, celui des diamants ou de hashish. Beaucoup sont des maîtresses de Lafont qui aiment se montrer en leur compagnie, d'autant plus qu'elles lui ouvrent les portes des endroits les plus interlopes de Paris, boîtes de nuit, lieux érotiques, où ce tout Paris décadent se livre à des orgies. Lafont aime briller. Il convie des personnalités du monde du spectacle. Il s'en fait des obligés, tout comme il a fait avec ses supérieurs allemands. Il a même eu quelques velléités d'acteur encouragées par l'actrice allemande Dita Parlo. Lafont n'est pas le seul auxiliaire de police. D'autres personnes, au passé douteux, ont ouvert leur officine et se livrent au dépeçage de la France. On peut citer le Belge Georges Delphane, dont le pseudonyme est Massui, qui officie au 101 avenue Henri Martin, spécialisé dans la lutte contre les résistants. René Launay, au 74 avenue Foch, Frédéric Martin, alias Rudy von Mérode, au 70 Maurice Barrès, à Neuilly-sur-Seine, qui trafique essentiellement l'or, les Géorgiens, groupe de Russes blancs anticommunistes, les Corses qui seront éliminés consciencieusement par Lafont grâce à la méthode d'un médecin, le docteur Petiot. En effet, Lafont se comporte en parrain de la Gestapo et n'hésite pas à faire disparaître les gêneurs lors d'expéditions punitives avec mitraillettes ou d'accuser avec de fausses preuves fabriquées par Boni, tels concurrents comme Rudy von Mérode. Le docteur Petiot. Lafont le rencontre par hasard. Le médecin avait mis en place un faux plan d'évasion, le Fly Tox. Beaucoup de Juifs vinrent trouver Petiot sur les recommandations d'un coiffeur complice pour espérer échapper aux nazis. Les victimes apportaient tous leurs biens chez le médecin et la somme pour le passage au sud, dans son hôtel particulier rue Le Sieur. Elles étaient censées attendre dans une pièce un éventuel passeur. Petiot fermait la porte à côté, obstruait les fentes après avoir pris soin de verser dans un seau qui se trouvait dans la pièce un mélange d'acide sulfurique et de cyanure de potassium. Les victimes étouffaient. 1 heure après, le médecin disséquait et brûlait les corps, conservant bien sûr tout le butin. C'est en enquêtant sur cette filière d'évasion vers la zone libre qu'une de ses comtesses lui a indiqué que Boni se trouve chez Petiot pour lui tendre un piège. C'est à ce moment qu'il découvre des monceaux de valises et des corps fraîchement démembrés. Lafont ne pense pas le livrer à la police.
Le talent du docteur va servir pour ses propres affaires. Justement, 4 hommes de la Carlingue ont volé un châtelain en Dordogne. Sur l'action en elle-même, rien à redire. Mais les malfrats n'ont pas redistribué la moitié du butin au chef Lafont. Lafont fait en sorte que l'existence de cette filière d'évasion vienne aux oreilles de ces indélicats qui cherchent à partir en Amérique du Sud. Une fois entrés dans l'hôtel de la rue Le Sieur, ils n'en sortiront plus. Joseph Joinovivi a fourni la chaux vive. C'est ainsi que le docteur Petiot entre au service de la Carlingue et qu'il ouvrira souvent sa chaudière pour Lafont. J'écris dans ce pays dévasté par la peste, qui semble un cauchemar attardé de Goya, où les chiens n'ont d'espoir que la manne céleste, et des squelettes blancs cultivent le soja. Un pays pantelant sous le pied des fantoches, mis en coupe réglée au nom du roi Pétoche. Louis Aragon, le musée Grévin, 1943. En 1943, la France est incapable de gérer les dépenses d'entretien. Elle est exsangue. On songe au poème de Louis Aragon, le musée Grévin. La fermeture des bureaux d'achat provoque une nouvelle arrivée de recrues au 93 rue Lauriston, qui se consacrent davantage à la recherche de renseignements qu'au commerce. Les réseaux constitués par Boni sont très efficaces dans une autre attribution de la Gestapo française, la lutte contre la résistance. C'est en 1943 que les arrestations de suspects se développent. Ainsi, Geneviève de Gaulle sera arrêtée par Pierre Boni dans une librairie au vœu de Louis XIII, rue Bonaparte, le 20 juillet 1943. Il faut noter que Lafont et Boni préféraient remettre en liberté la nièce du général de Gaulle à cause des conséquences d'une telle arrestation qui pouvait compromettre les activités de la rue Lauriston. Mais le général S.S. Auberg, chef de la police, entend bien garder un otage aussi prestigieux. Lafont n'a pas d'idéologie. Il s'est offert au vainqueur, présumant qu'on le traiterait avec des égards. Il dira à l'un de ses avocats: « Au début, cette histoire d'Allemand ne me plaisait guère. Si les gars d'en face ne me plaisait guère. Au début, cette histoire d'Allemand ne me plaisait guère. Si les gars d'en face, les résistants, m'avaient proposé quelque chose, je l'aurais fait. Il n'y a pas de doute. Et je n'aurais pas fait de cadeau aux Fritz. Seulement voilà. À l'époque, les résistants, j'en avais pas connu. J'en avais pas vu la couleur. Je ne savais même pas ce que c'était. C'est à cela que tient le destin d'un homme. Un petit hasard, une histoire d'aiguillage, ou alors c'est une fatalité. Cela ne l'empêche pas d'avoir pratiqué la torture, en particulier le supplice de la baignoire. Après des gifles, des coups de poing et de nerfs de bœuf, la victime était placée en travers d'une baignoire, assise en déséquilibre sur une barre. Il était facile de la faire plonger en arrière dans l'eau glacée et sale. Lafont était assisté d'un masseur chargé de masser ses mains endolories par les coups donnés. La lutte contre les résistants se concrétise par le repérage de stations radio, des opérations de contre-parachutage
où l'on se fait passer pour des résistants attendant des munitions, des armes, des retournements d'opposants qui deviennent des agents doubles. La brigade nord-africaine. Les attentats fomentés par la résistance atteignent de plus en plus l'armée allemande. Des bruits de débarquement alliés se font entendre. Aussi, Lafon entend-il jouer un rôle dans la lutte armée. Il crée avec le nationaliste algérien Mohamed El Mahdi, ancien officier français d'extrême droite, une unité combattante sous les ordres du colonel SS Helmut Knochen. La brigade nord-africaine, composée de Maghrébins, recrutés tant bien que mal dans les rues de Paris. Ce ne sont pas des soldats, c'est une troupe mercenaire, de simples déclassés qui trouvent là une aubaine pour échapper à une condamnation et à qui on propose un salaire et une arme. Le résultat ne pourra être que dramatique. Pour l'occasion, Lafon se donne le titre de Hauptsturmführer, capitaine, et Bonny celui d'Obersturmführer, lieutenant. Les autres membres de la brigade sont des Untersturmführer, des sous-lieutenants. L'épisode pourrait être burlesque s'il n'allait pas tourner au martyre pour les habitants de Tulle, destination de cette brigade. Pour équiper ses 150 soldats, Lafon a fait le tour de ses relations. La Gestapo fournit les bottes et les armes et Joseph Joinovici les équipe en uniforme. C'est en Corrèze, à Tulle, que se dirige la troupe, la BNA, qui a reçu un statut officiel le 28 janvier 1944. Elle commet exaction sur exaction, vol, viol, meurtre entre deux beuveries, terrorise la population en se livrant aux provocations, aux tortures. C'est une armée de soudards totalement inefficace qui dévaste la région et Lafon, désabusé, retourne à Paris fin mai. La brigade est dissoute, la plupart de ses membres ont déserté. La fin. Juin 1944, 4 ans après son arrivée à l'hôtel Lutetia, Henri Lafon comprend que la défaite de l'Allemagne est imminente. Les rats quittent la rue Lauriston, les Allemands désertent Paris, l'armée de Patton marche sur la capitale. L'armée de Patton marche sur la capitale. Les dossiers compromettants, les fichiers sont brûlés et la division Leclerc qui investira les lieux à la libération ne trouvera rien. Avec Bonny, il quitte Paris avec sa famille pour se réfugier dans une ferme dans l'Yonne. Ils ont sur eux de faux passeports, de faux laissez-passer pour les Allemands et pour les mouvements unis de la résistance en cas de contrôle sur les routes, des ordres de mission de la Gestapo et de l'argent liquide. Ils arrivent dans cette ferme à Bazoches, mais des FFI, des résistants des forces françaises de l'intérieur, réquisitionnent leurs 2 véhicules. Ils sont pris au piège. Le fils de Pierre Bonny, Jacques, doit retourner à Paris en bicyclette et frapper à la porte de Joinovici. Lui peut les aider à retrouver leur route. L'occasion est trop belle pour le ferrailleur de consolider son statut de résistant en donnant ses anciens amis à la police. La ferme est encerclée le 30 août.
Suivent les interrogatoires dans lesquels Boni se montre prolixe. Il croit sauver sa vie en collaborant avec les inspecteurs. Il va même jusqu'à taper à la machine ses dépositions, où il accable tous ses complices tout en minimisant son rôle. De son côté, Lafont ne dit rien et n'a que mépris pour Boni, auquel il crache au visage. Ils seront fusillés le 27 décembre 1944. Le 31 octobre de la même année, le docteur Petiot, qui s'était entre-temps engagé dans les FFI, est arrêté. On retrouve dans son hôtel particulier des dizaines de valises, un pyjama d'enfant. Il clame son innocence et prétend que les corps disparus sont ceux d'Allemands. Il se revendique un authentique résistant. Il est jugé et guillotiné le 25 mai 1946. Quant à Joinovici, il sera condamné en 1949 pour collaboration économique. Libéré, puis remis en prison, libéré à nouveau en 1962, il meurt ruiné le 7 février 1965. Les 4 années d'occupation furent pour beaucoup un moment d'enrichissement considérable, de totale impunité. Après la guerre, certains personnages de la Gestapo française continueront à s'illustrer dans la voie du grand banditisme sous les noms d'Auguste Ricord, la figure majeure de la French Connection, ou encore Pierre Loutrel, dit Pierrot le Fou, Abel Danos, Joe Attia, qui seront les membres du fameux gang des tractions avant. Note de Philippe Zoumerov. Cet épisode de la rue Lauriston était indispensable, car mal connu, pour expliquer les comportements de personnages comme Joinovici, Danos, Joe Attia, Pierrot le Fou et le docteur Petiot, que vous retrouverez dans les prochaines expositions virtuelles avec de nombreuses photos. C'est pourquoi nous ne vous présentons aujourd'hui que les très rares journaux d'époque concernant le duo infernal Boni-Lafont. Et suit la bibliographie que je ne vais pas lire ici. Je vous remercie pour votre bien aimable attention.